Bien, je le disais tout à l'heure, c'est la rencontre qui a eu le succès le plus fulgurant. Ça a été plein complet en moins de 2 heures, donc le meilleur moyen d'accueillir dignement nos invités, Leila Slimani et Frédéric Becbédé, c'est de leur dire bonjour avec vos applaudissements. Leila Slimani, vous êtes l'auteur de 3 romans parus aux éditions Gallimard, Dans le jardin de l'ogre, Chanson douce, qui a obtenu le prix Goncourt et le Grand Prix de l'électrice de Elle, et Le pays des autres. Vous publiez chez Stock, dans la très jolie collection Ma nuit au musée, Le parfum des fleurs la nuit. Et comme vous l'écrivez très bien au début de ce livre, la première règle quand on veut écrire un roman, c'est de dire non. Vous avez pourtant dit oui à Alina Gurdiel quand elle vous a proposé de vous enfermer toute une nuit dans un musée. Pourquoi avoir dit oui à Alina? Bonjour à tous. Vous savez, je suis pleine de contradictions. Souvent, je dis non, mais j'ai envie de dire oui, ou je dis oui et j'ai envie de dire non. Je lui ai dit oui d'abord parce que j'aimais beaucoup l'idée d'être enfermée et que ça répondait finalement à ce que je dis sur la littérature et sur le fait d'écrire, c'est que pour écrire, il faut à un moment s'enfermer quelque part, se concentrer entièrement, être reclus, que j'aime beaucoup dans la littérature, les grandes figures de reclus magnifiques, que ce soit, je sais pas, Rilke ou Dickinson, que d'ailleurs je cite dans le livre. Donc l'idée d'être enfermé me plaisait, un endroit où personne ne pourrait entrer, d'où je ne pourrais pas sortir. Et puis il y avait un fantasme derrière qui était plus intime, plus personnel, lié à mon histoire, à mon histoire personnelle, puisque je suis une enfant qui a vécu un peu enfermée dans ma maison. J'habitais dans une maison très éloignée du centre-ville, avec des parents, et en particulier une mère extrêmement peureuse qui me disait que j'étais bien mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur et que dehors c'était dangereux. Et puis bien sûr la figure de mon père qui a passé du temps enfermé à la maison parce qu'il n'avait pas le droit de travailler, qu'il était assigné à résidence, puis en prison. Donc j'avais une forme de fascination, de fantasme autour de l'enfermement. Qu'est-ce que c'est être enfermé? Qu'est-ce que c'est ne pas pouvoir sortir? Évidemment, mon enfermement était quand même un enfermement de luxe, un enfermement volontaire, donc il n'y avait pas de dimension aussi noire et aussi grave que celle que je viens de décrire. Mais en même temps, vous vous êtes voilà, dit, qu'est-ce que je fous là, hein? Oui, bien sûr, mais ça m'arrive souvent de me demander ça. Frédéric Becbédé, vous êtes l'auteur d'une bonne dizaine de romans, dont le célèbre 99 francs. Ici, on dit 99, hein, donc je fais la traduction. Windows on the World, Interallié 2003, un roman français, prix Renaudot. Réalisateur de films, aussi L'amour dure 3 ans. Et l'idéal, et puis scénariste de 5 films et documentaires, critique littéraire au Figaro Magazine et au Masque et à la Plume, DJ à l'occasion aussi. Vous faites ça très bien. Vous publiez aux éditions de l'Observatoire Bibliothèque de survie, une sélection de 50 textes dont vous dites qu'ils sont un remède imparable à notre époque en gueule de bois. La littérature, ça peut vraiment aider à survivre? Take the mic. D'accord, c'est un sujet du bac? Oui. Okay. Je relève les copies dans 45 minutes. Oui, non, peut-être. Je sais pas. Si vous me dites non, vous allez avoir un souci avec le titre de votre livre. Non, j'ai eu un. En fait, j'ai commencé à lire assez jeune et à écrire aussi très tôt. Je pense que c'était comme une sorte de handicap, de maladie. J'avais pas. Enfin, les gens normaux aiment sortir. Moi, je suis sorti plus tard et j'aimais bien m'enfermer aussi. Donc, je crois que c'est une forme de. C'est un point commun. J'aimais bien rester chez moi pendant que mon frère jouait au foot ou faisait de la natation et avec un cahier je notais tout ce que j'avais mangé et j'ai remarqué une phrase qui m'a beaucoup intéressé dans Le parfum des fleurs la nuit de Leila Slimani. Elle dit cette escalope milanaise était vraiment une mauvaise idée. Et je crois que c'est ma plus belle phrase de toutes les œuvres que j'ai écrites. Honnêtement, j'en suis très fière. Ça m'a demandé vachement de temps. C'est là que le modérateur se dit on est mal barré, mais on va y aller. Non, disons que là, c'est vrai, l'idée de dire non un peu à la vie extérieure et et je ne sais pas pourquoi s'assigner une sorte de mission, de tout noter, de vouloir capter la réalité, la retranscrire par écrit, c'est une folie quand même. C'est une folie, c'est peut-être même un handicap.
c'est Sartre qui dit que l'appétit d'écrire englobe un refus de vivre. Pourtant, moi, je me considère comme quelqu'un de très, très hédoniste, mais il y a toujours un moment où j'ai besoin de noter tout ça, et dans quel but, je ne sais pas, parce que je pense pas que ça va rendre les choses éternelles ou plus solides, mais c'est une illusion qui est devenue un métier. Mais vous avez une vraie réflexion sur la littérature, parce qu'au début, dans l'introduction aux 50 livres que vous nous proposez après, vous écrivez que cela fait 21 ans que nous sommes au XXIe siècle, et pourtant la littérature du XXIe siècle n'est pas encore différente de celle du XXe. Il y a un siècle, en 1921, c'était le bazar dans la littérature. Oui, c'est amusant de comparer 1921 et 2021, quoi. On se dit que, tiens, peut-être il y a plus ce côté révolutionnaire qu'il y a eu au moment du dadaïsme, du surréalisme. Enfin, dans tous les domaines artistiques, c'était la révolution complète. Et aujourd'hui, on est revenu de toutes ces expériences. Peut-être que c'est une bonne chose d'ailleurs, parce qu'il y a quand même eu des impasses. Mais je sais pas ce que tu en penses. Il me semble qu'il y a pas encore au XXIe siècle un tome du Lagarde et Michard clair. C'est pas encore clair. Qu'est-ce que devient la littérature? Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est mort? Est-ce qu'on revient à Balzac? Ou est-ce qu'on va trouver de nouvelles formes en mêlant peut-être l'image et le texte, en fusionnant les choses? Bon, moi, tu parlais des DJ sets. Là, je fais un DJ set littéraire au Bataclan où je suis sur scène en train de lire des extraits de mes livres. Puis il y a un disc jockey qui envoie des sons. Il y a un vidéaste qui envoie des images. C'est un peu n'importe quoi. C'est une tentative de chercher des formes nouvelles, de sortir la littérature simplement de ses livres. Au revoir. Leïla Slimani a un avis aussi là-dessus, hein. Vous en parlez, Leïla, dans ce livre, mais vous en appelez à Stefan Zweig pour savoir ce qu'il en aurait pensé. Cette époque où, je vous cite, toute prise de position vous expose à la violence et à la haine, où l'artiste se doit d'être en accord avec l'opinion publique. On a l'impression que ça vous fait souffrir, ça. C'est pas tellement que ça me fait souffrir à titre personnel, mais ça me paraît extrêmement dangereux, cette idée que l'artiste devrait plaire et que l'artiste devrait être quelqu'un d'aimable, quelqu'un qui pense les bonnes choses, qui est du bon côté de la morale. Ça me semble très dangereux et puis je crois qu'on le sent tous. Il faut pas être hypocrite. On est tous corrompus par cette atmosphère-là qui fait qu'on a peur parfois de dire des choses que pourtant on pense profondément parce qu'on sait que ça sera mal compris, que ça créera un malentendu. Or, à mon sens, l'artiste doit accepter constamment l'idée du malentendu. Au moment où on commence la première phrase d'un roman, on doit accepter l'idée de ne pas être aimé, de ne pas être compris, l'idée que peut-être ce livre ne trouvera jamais sa place. Et je rejoins ce que disait Frédéric tout à l'heure. Moi, je crois que pourquoi aussi il n'y a plus cette révolution et pourquoi la littérature est moins peut-être révolutionnaire et moins considérée comme un art majeur, parce qu'elle est aussi entachée par notre époque, c'est-à-dire une époque individualiste, capitaliste, qui fait que d'ailleurs on travaille de manière beaucoup plus individuelle, nous les auteurs. Je regardais hier un documentaire sur Hemingway, et on voit Hemingway qui travaille dans les cafés, ils passaient leur temps avec d'autres écrivains, avec d'autres peintres, ils discutaient ensemble, ils corrigeaient leurs textes, ils se donnaient leur avis, ils s'influençaient les uns les autres. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. L'idée, par exemple, de créer un courant littéraire, aujourd'hui, j'imagine très très mal des gens faire ça parce que c'est un peu chacun pour soi, chacun fait sa promo, chacun sort son livre, doit le vendre le mieux possible, être sur le plus de listes et puis voilà, c'est comme ça et c'est comme ça un peu que les maisons d'édition aussi fonctionnent. Donc c'est tout un système aussi qui est corrompu un peu par l'époque. Mais les mots que vous écrivez sont durs, hein, violence et haine. Je pense que ça fait référence aussi aux réseaux sociaux où la moindre phrase peut être sortie de son contexte, la moindre idée exposée dans un roman aujourd'hui peut vous valoir un déferlement de haine. Oui, bien sûr. Et puis d'ailleurs, vous avez aujourd'hui, j'en parlais avec mon éditeur il y a 2 jours, des gens qui relisent les manuscrits, qui passent leur temps à dire ça, faut faire attention, faut appeler l'avocat, est-ce qu'il ne va pas y avoir un procès? Sensitive readers. Voilà, là où je suis publiée aux États-Unis, chez Penguin, on a des sensitive readers. Alors moi, en plus, je suis considérée, c'est merveilleux, comme un auteur racisé, donc j'ai le droit de dire certaines choses que un auteur blanc n'a pas le droit de dire. En plus, c'est génial, je suis une femme, j'ai les cheveux frisés, donc j'ai le droit de parler des cheveux
cheveux frisés et des femmes et tout ce que Frédéric n'aurait pas le droit de faire dans un roman. Voilà, l'escalope milanaise, honnêtement, j'étais limite. C'était je me suis limite, dit, hein. est-ce que je vais pas me taper Là, il y a une sorte d'appropriation qui voilà, est limite. Les Italiens, voilà. Donc, non, c'est compliqué, on a un boulot pas facile, hein, je vous dis. Frédéric, l'artiste se doit d'être en accord avec l'opinion publique. Ça va évidemment à l'encontre de tout ce que vous pensez et surtout à l'encontre des 50 bouquins que vous nous proposez. Oui, c'est très... enfin, comment dire... à la fois, quand j'ai vu les attaques qu'avait subies Leila Slimani, j'étais scandalisé parce que je trouve que c'est vraiment très très injuste et surtout je trouve que elle a commencé sa carrière avec un livre super scandaleux qu'on avait d'ailleurs sélectionné au prix de Flore dans le Jardin de l'Ogre, qui est voilà, qui était un livre coup de poing très très choquant, très très provocateur. Politiquement incorrect, hein, oui, franchement. Je crois, oui. Et puis, peut-être qu'après, elle a peut-être davantage, elle a senti qu'il fallait peut-être se calmer un peu à force de se faire attaquer. Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça pose cette question, oui. Et bon, Baudelaire dit que le beau est toujours bizarre. Je pense qu'il faut chercher quand même ce qui dérange plus que ce qui rassure. En tout cas, dans la littérature, personnellement, moi, ce que j'aime, c'est être secoué, c'est être réveillé, parfois en colère, pas d'accord, énervé par l'auteur, mais c'est sain, tout sauf l'indifférence. Et c'est ce que dit Kafka en exergue de mon livre, parce que j'ai appelé un mec... à Prague pour faire l'exergue. Il me semble d'ailleurs qu'on ne devrait lire que les livres qui vous mordent ou vous piquent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire? Mais en même temps, nous sommes aussi, nous, les artistes, je ne veux pas employer des mots grossiers, mais un petit peu des prostituées, c'est-à-dire que nous devons plaire, nous voulons plaire. Nous avons besoin d'amour, nous avons besoin de quand même. Donc le dilemme, il est là. Soit toujours dérangé au risque d'avoir une vie de merde, ou bien de temps en temps un petit peu de succès et de fleurs, ça fait du bien aussi. Donc nous sommes comme ça. Cela dit, dans ce livre, vous vous placez du point de vue de l'auteur, mais aussi de celui du lecteur, et vous dites que vos goûts, il y a toujours une ambivalence chez vous, Frédéric, c'est ça que j'aime beaucoup, vous dites que vos goûts sont ceux d'un bourgeois qui veut s'encanailler. On peut s'encanailler avec la littérature ? Bien sûr, oui, ça ne sert qu'à ça. Ça ne sert qu'à ça. Le plaisir de la transgression. Dans la vie, la morale est indispensable, c'est nécessaire. On est tous d'accord là-dessus. Mais dans les livres, c'est bien si on lit des choses qu'on ne ferait pas dans la vie. C'est même à ça que ça sert, je crois, parfois. C'est pour ça que dans les livres, il y a tout le temps des meurtres, des crimes, des choses affreuses, épouvantables. Toutes ces choses qu'on a envie de faire. Toutes ces choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. N'essayez pas de me piéger. J'ai peu dormi, mais je suis quand même là. Mais des choses qui ne sont pas la vie, ou qui représentent des extrêmes de l'existence. On explore les limites dans nos lectures et dans notre écriture. Je crois que c'est tout le sens de l'escalope milanaise. C'est un peu cette idée de flirter avec les limites. Ouais, on tire notre fil rouge. Vous vouliez réagir ? Oui, moi je pense aussi que c'est un des grands plaisirs quand on écrit soi-même. Moi j'ai été élevée dans une culture où on vous dit beaucoup, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas, c'est chouma. J'ai eu une éducation assez bourgeoise, assez rigide. Et le plaisir aussi de pouvoir être impoli, de pouvoir dire des choses qui ne se disent pas du tout, de pouvoir enfin partager avec d'autres des mauvaises pensées dont on a l'intuition, on a vraiment l'intuition très forte que les autres sont traversés par les mêmes mauvaises pensées. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, je le dis dans le livre, que j'aime beaucoup la nuit, que j'aime beaucoup sortir. La nuit, c'est aussi un moment merveilleux parce que d'un coup, vous voyez les gens sous un autre angle. Les gens se libèrent un peu. C'est ton prénom. Et c'est mon prénom aussi. Et vous voyez un peu parfois chez les autres une part de leur âme qui est un peu différente. On ose aborder d'autres sujets après minuit ou 2 heures du matin. Et moi, c'est ça que j'aime aussi dans l'écriture, c'est pouvoir ne pas être la femme polie et respectable que mes parents ont essayé de faire. J'ai l'impression que les écrivains sont des enfants. Tous les écrivains que j'aime, quand je les rencontre, je vois quelqu'un qui a 8 ou 9 ans et qui a envie de désobéir. Et de faire des bêtises. Oui, exactement.
exactement, c'est vrai. C'est un point commun entre Françoise Sagan et Leila Slimani. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer Sagan, j'avais vraiment l'impression de voir une ado qui fait des caprices, des bêtises, des blagues, des farces. Peut-être nos livres ne sont que ça, que des canulars. Je rebondis sur ce que vous disiez, Leila Slimani, parce que vous l'écrivez très clairement dans votre livre. Vous dites écrire, c'est jouer avec le silence, c'est dire de manière détournée des secrets indicibles dans la vie réelle. Donc la littérature, c'est plus vrai que la vie? Parfois, j'en ai l'impression. Hein. Je ne sais pas si c'est plus vrai que la vie, mais on essaye. C'est plus près de la vérité. On essaye de saisir effectivement une vérité qui est beaucoup moins, là aussi, entachée par le désir de plaire, ou la peur en tout cas de déplaire, de saisir une vérité qui est très profonde, qu'on espère aussi être universelle, c'est-à-dire qu'elle peut transcender les genres, les cultures, les religions, toutes ces choses qui font, les classes sociales, toutes ces choses qui font que dans la vie, il y a plein de gens qu'on ne rencontrera pas, avec qui on n'aura jamais de dialogue. Je ne sais pas si c'est plus vrai que la vie, je ne crois pas qu'on puisse vraiment opposer la littérature et la vie. Elles sont fondues dans un même mouvement. Quand on écrit, on est vivant, on est soi-même occupé par plein de choses concrètes. C'est aussi ce que j'essaye de dire dans le livre. C'est très physique d'écrire. Moi, je passe mon temps à fumer, j'ai soif et j'ai faim, j'ai sommeil, j'ai froid. C'est aussi un combat physique, écrire. Donc la vie, elle est là pleinement. Et on essaie juste d'arracher un moment à ce quotidien pour trouver effectivement une vérité peut-être plus profonde. Frédéric Beigbeder, dans votre livre, vous tirez aussi une sorte de sonnette d'alarme. Vous dites la fermeture des librairies par le ministère de la Santé a été l'aboutissement d'un processus de destruction de la littérature entamé bien auparavant. Le délire de censure est antérieur et profond. Il vient de la cancel culture née du politiquement correct américain, lui-même initié dans les années 90. Et pourtant, une page plus loin, vous dites « Je suis politiquement correct ». Mais bien, c'est important de le préciser. Moi, je suis politiquement correct, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a débuté dans un journal qui s'appelait Globe. Voilà, j'ai milité contre l'homophobie, contre le racisme, contre le sexisme. Si quelqu'un dit des injures de ce genre, je vais lui jeter un tabouret dans les dents. Je suis évidemment très très politiquement correct. Et ce qui m'étonne simplement, c'est que cette forme de tolérance soit devenue aujourd'hui intolérante, parce qu'il y a des guerres au sein de l'antiracisme, où il y a des antiracistes plus antiracistes que d'autres qui prétendent donner des leçons aux autres et leur interdire de s'exprimer, etc. Donc ça devient un peu une folie. Mais là encore, étant un mâle blanc de plus de 50 ans, j'ai moins voix au chapitre que toi. Mais rien que ça est inadmissible d'ailleurs. C'est inadmissible. Pour moi, je pense qu'on ne devrait pas s'intéresser ni au sexe, ni à la couleur de la peau des auteurs. Ça ne m'a jamais intéressé, c'est pas un critère de jugement pour moi. Donc, c'est tout ça que je dénonce, enfin, on dit pas dénoncer, mais c'est une préface un peu remontée, quoi, où je m'excite, je m'énerve un peu. Mais souvent, j'ai remarqué que quand je suis en colère, la prose est un peu plus rythmée, donc c'est bien, il faut être faire de l'auto-allumage quand on écrit. Ça donne des formules. Cela dit, la cancel culture, c'est juste un nom nouveau pour dire, pour remplacer un vieux terme qui est le puritanisme. Puritanisme, ça a toujours existé. C'est pour ça que les Fleurs du Mal ont été condamnées en France. C'est pour ça aussi que Socrate a été condamné à mort pour corruption de la jeunesse, déjà 400 ans avant Jésus-Christ. Donc tout ça n'a rien de nouveau. Hein. Cela dit, il y a un truc moi qui m'a fait bondir, que j'ai découvert la semaine dernière. Cette année, on a appelé dans certaines parties de la France les journées du patrimoine, les journées du matrimoine. Non, mais c'est juste une immense connerie parce qu'étymologiquement, ça ne veut pas dire la même chose. Donc il y a un moment où cette cancel culture fait aussi qu'on dit n'importe quoi. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est très minoritaire pour l'instant en France. Il y a quand même des cas de censure et de gens qui ont eu des vies détruites et tout ça. Mais globalement, on a beaucoup de chance encore. En Europe, ce n'est pas au même point qu'aux États-Unis, comme tu le soulignais. Et donc, peut-être que justement, c'est une raison de résister pour une fois et de se battre pour cette liberté d'expression.
Alors, j'allais justement y venir, mais j'aimerais passer par un autre stade qui me semble important et dangereux. Je rebondis sur la phrase de tout à l'heure, hein, l'artiste doit être en accord avec l'opinion publique. Est-ce que le plus gros risque aujourd'hui pour un créateur, c'est pas l'autocensure? Ah, si, sans doute, c'est un gros risque. L'autocensure et, comme je disais tout à l'heure, le désir de plaire ou la peur de déplaire. Et moi, c'est quelque chose qui a été très très important pour moi, même en tant que personne, en tant que femme aussi, parce que là encore, par mon éducation, par là où j'ai grandi, on nous élevait dans l'idée que quand on était une jeune fille, il fallait plaire, il fallait être agréable, il fallait être gentil, il fallait penser aux autres, il fallait être une bonne fille. Et puis quand on deviendrait une mère, il fallait être une gentille maman qui pensait d'abord à ses enfants avant de penser à elle. L'idée de déplaire était quelque chose d'extrêmement effrayant, non seulement de scandaleux, mais ça donnait l'impression que vous alliez devenir une paria, vous marginaliser totalement et perdre votre statut. Et le jour où je me suis rendu compte que je pouvais survivre au fait de déplaire et que je n'étais pas dérangée par le fait de ne pas être aimée et que je pouvais dans une assemblée dire quelque chose qui allait vraiment mettre les gens extrêmement mal à l'aise, ça a été pour moi un tel sentiment de liberté. Et je pense que pour beaucoup de femmes, ça doit être aussi, moi, je pense qu'il faut tuer Cendrillon, faut étrangler Blanche-Neige, faut toutes les tuer, les unes après les autres. Et donc moi voilà, je pense que c'est même au-delà du fait d'être écrivain, j'appelle tous les gens à ce crime, quoi, à tuer cette part de soi qui veut toujours être en accord avec les autres et plaire, parce que ça nous empêche de manière générale, au-delà du fait de créer, ça nous empêche beaucoup de choses, ça nous empêche une liberté d'être et de penser, on se sent aliéné par ça. Donc moi en fait c'est à la racine à la fois de mon féminisme et de mon écriture. Moi je me suis pas mise à écrire et je me suis pas mise à publier le jour où je me suis dit j'ai envie que tout le monde m'aime. Je me suis mise à publier le jour où je me suis dit je pense que je suis capable de supporter de ne pas être aimée. Je fais juste une parenthèse parce que on parlera de votre père tout à l'heure, qui est très important dans la fin du livre, et vous dites une chose qui m'a beaucoup étonné. C'est, alors, juste pour rappeler, votre père a été condamné dans une affaire économique. Il a été réhabilité après son décès. Mais vous dites, j'ai cette peur de la chute. La chute qu'a connue mon père, j'ai peur de la connaître moi-même. Quel rôle ça joue dans votre écriture, cette peur-là? Ah, je dirais même pas que j'ai peur de la chute. C'est marrant parce que dans Le Jardin de l'Ogre commence en exergue, il y a une phrase de Milan Kundera qui dit je n'ai pas sur le vertige, je me rappelle plus exactement de la phrase, mais que le vertige, ça n'est pas la peur de tomber, c'est au contraire le désir du vide, cette attirance qu'on a pour le vide. Donc la chute me fait peur, mais elle m'attire aussi. Et dans beaucoup d'espaces de ma vie, j'aime frôler avec cette idée que je pourrais chuter, que je pourrais me faire du mal. Donc c'est pas quelque chose où j'ai envie de me protéger, et je n'en ai même pas peur, j'en ai l'intuition, je suis certaine que ça m'arrivera. Je suis certaine que monter très haut veut dire aussi qu'on descendra très bas, alors peut-être pas devant tout le monde, c'est peut-être pas quelque chose que je vivrai publiquement, mais j'ai la certitude de cette chute et ça me libère beaucoup. Quand je suis l'objet d'attaques ou de choses comme ça, je me dis toujours enfin, eh ben c'est très bien, qui viennent, qui me dévorent. Et ben comme ça au moins moi je trouve qu'il y a rien de plus angoissant que le bonheur, il y a rien de plus angoissant que le succès, puisque vous savez que ça va se terminer, cette espèce de truc comme ça qui clignote et vous vous dites mais à quel moment ça se termine? Quand ça se termine, vous dites ça y est, voilà, je suis soulagée, on passe à autre chose. Donc moi je trouve ça très angoissant. Frédéric, je reviens à cette idée de l'autocensure et je vais aller chercher chez Cocteau que vous avez beaucoup cette phrase, le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. C'est ça quand on écrit? Oui, bien sûr. Je vois pas l'intérêt d'écrire des livres qui ne changent rien au monde. Et tout à l'heure, vous parliez de la quête de vérité, mais moi, je pense que la priorité, c'est quand même la beauté. Alors après, qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que le goût? C'est très très subjectif, mais je pense que quand
quand je réfléchis à une histoire, à quelque chose, je cherche des phrases d'abord. Ça part des phrases. Est-ce qu'il y a une phrase qui va en entraîner une autre, etc. Puis est-ce que tout ça va être harmonieux? Est-ce qu'on va avoir envie de tourner la page 1 et d'avancer? Je pense pour moi, c'est d'abord le style qui compte avant le sujet des livres. Je réponds absolument pas à votre question, mais si peut-être, peut-être parce qu'en fait on s'en fout assez un peu. Indirectement, mais quand même, oui. Non, mais si vous voulez, par exemple, sur ce qui est arrivé au père de Leïla, je suis sûr qu'un jour elle fera un grand livre là-dessus, mais elle doit sûrement être en train de tourner autour, se dire, bon, là je parle, dans le dernier j'ai plutôt parlé de ma grand-mère, mais elle va un jour s'approcher de ça, qui est sans doute le sujet central de son œuvre, comme Amélie Nothomb l'a fait cette année sur son père, et je pense qu'on est, et du coup, pour répondre, c'est pas tellement l'idée de jusqu'où aller trop loin, c'est à quel moment je vais arriver à faire coïncider ce que j'ai en moi avec les mots justes pour l'exprimer. Donc on est tous toujours en train de, comme un photographe qui règle, vous voyez, c'est flou et puis c'est net et puis c'est flou et puis c'est net, puis tout d'un coup là, tac, il appuie, c'est le bon moment et ça viendra et c'est comme ça que je crois, j'envisage la littérature. Mais moi, je crois, et je le dis dans le livre, la littérature, c'est quelque chose de très érotique. C'est une question de le bon moment, le beau geste. Faut pas aller trop vite, faut pas aller trop doucement. Faut que la personne, il faut la séduire, faut se laisser séduire. Je veux dire, c'est une érotique du silence. Y a rien de, vous savez, il y a rien de plus beau que ce moment où vous êtes avec quelqu'un, puis vous avez envie de lui dire des choses, vous avez envie de lui dire que vous l'aimez, que vous le trouvez beau, et c'est dans le fait de se retenir qu'il y a tout. Ne regardez pas comme ça quand vous dites ça. Non, mais c'est vrai, c'est dans le fait de se retenir aussi qu'il y a là, le aux plaisir. États-Unis, cette vanne, je suis dehors. Le mec n'a plus d'emploi. Je suis dehors. Il n'a plus. Non. Il disparaît pour toujours. Il n'a plus d'emploi. Je suis brûlé en place publique. Ne me regardez pas comme ça quand vous dites ça. Tu fais ça à la télé. Je suis brûlé en place publique. C'est terminé. Salut. On te revoit plus jamais. C'était pour être dans le sujet. N'essaye pas de te rattraper. On fait ce qu'on peut. On va revenir à des choses beaucoup plus sérieuses, vous allez voir, parce que j'ai relevé une autre phrase dans le livre de Leïla Slimani qui m'a paru extrêmement intéressante. Vous dites, il m'arrive de penser que face à la disparition du religieux, vous voyez qu'on y va, ou à son dévoiement par des esprits obscurantistes, la littérature peut tenir lieu de paroles sacrées. Ça peut aller jusque-là. Moi, j'avais rencontré, j'en parle à ce moment-là, un homme qui s'appelle Salah Stétier, qui était un très très grand poète libanais qui est mort l'année dernière. Et c'est lui, en fait, qui m'avait soufflé cette idée dans un pays comme le Liban, de manière générale, dans un monde arabe où c'est vrai qu'on se sent tous, nous qui sommes laïcs et ouverts, etc. On se sent tous tellement trahis. On a l'impression que nos cultures, nos traditions nous ont été volées, sont dévoyées, pas seulement d'ailleurs par les conservateurs, par tout le monde, un peu par l'Occident, elles l'ont été par la colonisation, puis elles l'ont été ensuite par les conservateurs, par une partie de la bourgeoisie. Et cette idée d'une parole qui enfin serait une parole belle, une parole vraie, une parole dans laquelle il y aurait une certaine forme de pureté, mais à laquelle on n'est pas obligé d'adhérer, qu'on n'est pas obligé d'annoncer, qu'on peut choisir, un livre qu'on peut jeter, qu'on peut corner. C'est plutôt cette idée-là que d'un coup, cette parole-là, elle pourrait atteindre effectivement une forme de sacré. Mais moi, je suis un peu peinée. Enfin, il y a une forme de tristesse chez moi de la disparition totale d'une forme de transcendance. Je trouve que c'est pas que je suis contre la trivialité, mais j'écris aussi un peu parfois contre la trivialité totale. Un monde qui n'est que trivial, qui n'est que râle et pâquerette, c'est aussi un monde, là encore, qui n'est pas du tout érotique. La trivialité tout le temps, ça tue tout, c'est belle du Seigneur, ça abîme toute forme de désir, toute forme d'élévation, d'exaltation. Donc j'ai besoin d'une forme de transcendance que je peux chercher par plein de moyens différents, mais aussi par la littérature. Je rebondis, Frédéric, sur ce que vous disiez de la beauté tout à l'heure, parce que vous écrivez qu'un lecteur, finalement, lui, il veut juste lire un beau livre. Et les beaux livres, écrivez-vous, sont parfois écrits par des monstres. C'est l'objet de bien des polémiques ces derniers temps. Mais vive les monstres!
Non, pas forcément, mais là encore, il faut distinguer. Un criminel doit être jugé par des flics et des juges et devant un tribunal, et puis un type qui écrit un livre, on ne juge que son livre, donc c'est une autre forme de tribunal, le tribunal du goût. Ce monde-là est fini, on ne juge plus les gens que sur leurs livres. Enfin, on a quelques exemples récents. Hein. Non, mais moi aussi, je juge les livres aussi sur leur auteur. Parfois, je parle de la vie des auteurs, ça m'aide à parler des livres. Tout ça s'entrecroise et s'entremêle, mais malgré tout, ce sont deux juridictions séparées. La critique littéraire et la police, c'est pas la même chose. Les critiques littéraires sont pas là pour juger de la vie privée ou des crimes des auteurs. Et si on supprimait tous les livres écrits par des salauds, il y aurait plus grand chose d'intéressant dans la littérature, surtout la française. Donc c'est comme ça. Mais parfois être arrêté par la police donne un bon livre. Hein. Voilà, ça m'a fait faire ma garde à vue m'a inspiré, oui. Voilà. Bref, j'allais dire une bêtise. Mais non, c'est vrai que l'artiste a presque un devoir de mauvaise vie. Un devoir, en tout cas, pour son travail, il doit être déraisonnable, je crois. On lui demande ça. Donc on ne peut pas à la fois demander aux écrivains d'être déraisonnables et puis tout d'un coup se scandaliser quand ils le sont. Ils ont besoin d'être différents, de ne pas être dans la norme. Ou alors, si, comme c'est en train d'arriver, on ne veut plus que lire des livres qui font du bien, on va beaucoup s'ennuyer. Je rejoins Leïla sur ce qu'elle disait à propos de une quête de sacré dans la littérature. Pour moi, quand je lis, je cherche quelque chose de supérieur, quelque chose qui nous dépasse, de mystérieux. C'est presque magique. Au fond, nous sommes peut-être des laïcs ou des athées qui, je ne sais pas pour toi, qui cherchent Dieu, mais ailleurs que dans la religion. Notre religion à nous, c'est la littérature. Et donc, c'est un objet immatériel. Et dans l'immatériel, il y a des choses surnaturelles, il y a des choses bizarres et des choses étranges et qui sont différentes de la vie. C'est Fernando Pessoa qui dit « J'écris parce que la vie ne me suffit pas ». Je reviens sur cette idée d'un livre beau, même écrit par un monstre. Et j'ai envie de vous poser la question, alors là on va être à Bac plus 3 direct, hein, de l'accessibilité, parce que dans votre livre, Leïla Slimani, vous êtes dans ce musée où il y a essentiellement de l'art contemporain, et vous dites « Le musée reste pour moi une émanation de la culture occidentale, un espace élitiste dont je n'ai pas toujours saisi les codes ». Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, dans la masse des lecteurs potentiels de la littérature française, il y a de plus en plus de gens qui n'ont plus les codes. Est-ce que c'est pas un risque, ça aussi ? En même temps, dans le livre, j'oppose le musée et la bibliothèque ou la librairie. Oui. Par exemple, la librairie, c'était un lieu pour moi très banal. Enfin, il n'y avait pas d'ailleurs de librairie à Rabat à cette époque. Il y avait plutôt des bouquinistes, donc je rentrais. Puis comme c'était un type, il était toujours couché comme ça dans un tout petit truc qui devait faire, je sais pas, 10 mètres carrés. Il avait des livres en pile. Et comme il n'avait pas du tout envie de s'emmerder à chaque fois à refaire les trucs, il disait, tu prends les 2 premiers en haut, je choisis pas. Donc je prenais ceux qui étaient en haut et je tombais sur des trucs tout à fait par hasard. Donc, le livre, pour moi, était un objet que n'importe qui pouvait avoir. C'était un objet, ça coûtait pas très cher, j'achetais des livres d'occasion, je pouvais les lire chez moi. Donc il y avait quelque chose de très universel avec la littérature. Alors que le musée, d'abord, c'est sous les yeux des autres. Vous regardez les choses sous les yeux des autres, et moi j'avais toujours l'impression qu'on me regardait, et qu'on se disait, elle regarde mal, hein. C'est pas comme ça qu'il faut regarder, elle a rien compris, et c'était pas devant cette œuvre qu'il fallait rester longtemps, c'était devant celle-là, mais est-ce qu'elle voit pas que ça c'est une croûte? Alors c'était hyper stressant, j'arrêtais pas de me poser la question de est-ce que j'avais bien fait. Puis le musée, la première fois que je suis allée dans un musée, j'avais peut-être 18 ou 19 ans. Je connaissais pas ce monde-là. Alors que le livre est un objet pour moi très familier, est un objet qui me fait pas peur, qui peut rentrer facilement dans une maison. Vous pouvez même le cacher dans votre poche, le passer sous le manteau. Passer un tableau sous le manteau, c'est quand même vachement plus compliqué, oui. Quoi. Oui. Donc cette idée, voilà, de vivre une émotion devant les autres, pour moi, est plus difficile. Et je rebondis sur ce que disait Frédéric tout à l'heure quand il dit surnaturel.
je sais pas, ça nous est tous arrivé de lire un livre et puis c'est tellement beau que vous vous arrêtez sur une phrase et vous vous dites mais c'est pas possible que ce soit si beau, ça me transperce, ça m'emporte. Et là, il y a quelque chose effectivement de l'ordre du surnaturel, du magique. Moi, je me souviens encore aujourd'hui, mais très précisément de l'endroit où j'étais, de ce que je portais quand j'ai lu la scène du meurtre dans Crime et Châtiment. Je me suis dit mais cet homme, c'est pas possible, il n'est pas des nôtres, il n'est pas un humain comme nous, c'est quelqu'un de différent. Il a un don absolument extraordinaire, et je l'ai relu et relu comme si j'essayais de trouver la formule qu'évidemment, vous l'avez remarqué, je n'ai jamais trouvée. Je reviens à ma question, Frédéric, elle est peut-être politiquement incorrecte, mais est-ce qu'aujourd'hui, la majorité des lecteurs sont armés pour entrer en littérature ? Est-ce que l'éducation aujourd'hui permet de franchir ce pas ? Je ne sais pas s'il y a toujours, enfin ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu une minorité de gens qui se passionnent pour la littérature et la grande majorité qui n'y comprend rien et s'en fiche et vit très bien sans. C'est pas méprisant ce que je dis, mais puisque je répète, je cite souvent Charles Baudelaire, encore une phrase de lui, c'est le mauvais goût, c'est le plaisir aristocratique de déplaire. Donc on parlait de plaire, déplaire. Oui, Baudelaire, il pense que les écrivains, les poètes, les peintres sont une aristocratie. C'est affreux de dire ça, mais oui, il y a des gens qui ont plus de talent que d'autres. Il y a des génies comme Dostoïevski. C'est un mystère. C'est une injustice. Peut-être que ce qui se passe, au contraire, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est qu'on fait croire que l'art est démocratique, que tout le monde peut-être être écrivain. Et ça, c'est un mensonge. Ouais, le très confinement démagogique. n'a pas arrangé les choses. Hein. Oui, alors voilà. Donc c'est affreux parce que moi, quand je dis ça, je passe pour un gros snob. Arrogant et tout ça, mais je considère pas que peut-être je suis pas membre de cette caste, mais elle existe. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres et moi je les admire et voilà, c'est comme un club très fermé et moi je suis devant la porte de cette boîte de nuit en train d'essayer de rentrer et le physio. Parfois c'est qui le physio ? Le physio c'est qui ouais. Ah ouais. C'est Jérôme Garcin. Parfois il me laisse rentrer, parfois non. Non, je ne sais pas, mais voyez ce que je veux dire, disons, cette idée qu'il faut prendre des risques, que c'est une injustice, c'est pas normal d'écrire, on est des enfants, on est naïfs, on est émerveillés, c'est tout ça qui est très important, je crois, et de garder cette sorte d'innocence et pas de raconter des salades, que tout le monde a du talent. C'est pas vrai, parce que moi, chaque fois comme toi, chaque fois que je lis un roman réussi, je suis émerveillé, je suis jaloux, je suis admiratif. Je me dis, mais comment il a fait, comment elle a fait? Et c'est ce qui, d'ailleurs, m'a donné envie d'être critique littéraire. C'est un métier très malsain, en plus quand on est des deux côtés de la barrière, ouais. Mais d'être capable d'admirer, capable aussi de temps en temps de détester. C'est de la curiosité, c'est maladif. Vous voulez réagir, Léla ? Non. Non, je la voyais avec son micro. Non, et je t'emmerde. Je mesure toujours la hauteur du micro. En général, quand il monte, c'est qu'on a envie de réagir. Je reste avec vous, Frédéric Beigbeder, parce que la grande question pour vous, dont dépend l'avenir de la littérature, c'est qu'il faut choisir son camp. Le pur ou l'impur. Oui, c'est pas rien, hein. Là, vous faites allusion au numéro 1 de mon classement là, de ce livre. C'est un essai, un récit de Colette, intitulé « Le pur et l'impur », où elle explique qu'en nous, les êtres humains, il y a les deux. Il y a le vice et la vertu, il y a le bien et le mal, et que c'est ce qui fait notre grandeur. Notre grandeur, c'est d'être constamment divisé, partagé entre une tentation de la dépravation et une attirance vers la sainteté, si on veut. On est des héros et on est des anti-héros. Je pourrais
continuer comme ça longtemps. On est propre et on est sale, etc. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il faut choisir son camp? Et alors, je disais ça parce qu'il me semble qu'il y a une guerre en ce moment, justement, qui se prépare, un peu idiote, manichéenne, entre des gens qui veulent purifier la culture et d'autres qui veulent dire que non, comme moi, que la culture, ça doit être dégoûtant, ça doit être décadent. Et en réalité, les deux se trompent. Et puisque ce que dit Colette, c'est justement qu'il faut dépasser ça et accepter qu'on a en nous quelque chose de sublime et quelque chose de minable. Et ce livre-là, il est exceptionnel parce que c'est un livre qui a été donc censuré à sa sortie, où elle visitait des bordels, des fumeries d'opium, parlait à des prostituées, parlait à des homosexuels, à des dragueurs aussi, des grands séducteurs pour leur demander qu'est-ce qu'ils avaient, pourquoi est-ce qu'ils voulaient toujours courir après toutes les femmes. Et c'était comme elle interviewait des gens qui avaient des vies très interdites à l'époque. Et c'est sa curiosité innocente et sans jugement. C'est ça qui me semble une belle définition de ce que peut faire un écrivain. Simplement regarder avec bienveillance, peut-être, y compris les malveillants. Leila Slimani, il faut choisir entre le pur et l'impur? Absolument pas, non, pas du tout. Et moi, je pense que c'est justement ça qui définit le geste littéraire, c'est d'essayer de trouver cet endroit où les deux cohabitent et où en fait l'un ne corrompt pas l'autre. C'est pas parce que vous avez parfois le désir de vous rouler dans la fange et de vous salir, et de vous abîmer, que ensuite vous ne croyez pas à votre propre rédemption et même à la possibilité d'atteindre effectivement quelque chose de l'ordre de la sainteté. Et puis, quand vous travaillez sur des personnages, moi je travaille plutôt dans la fiction, pas dans l'autofiction, donc sur des personnages de fiction. Quand vous restez longtemps avec eux, c'est ce dont vous vous rendez compte, qu'en fait cohabitent en eux des désirs contradictoires, des choses absolument effectivement minables, qui vous font les détester, et puis d'autres qui font qu'ils se rachètent. Et je crois que d'ailleurs c'est ce qui nous touche dans les grands personnages de romans, ceux qui restent, c'est ceux où on a vu à la fois leur part la plus sombre, on les a vus faillir, on les a vus nous décevoir, et puis ils rebondissent. Donc au contraire, il faut constamment essayer de préserver ces désirs contradictoires, d'être pur et d'être impur, pas du point de vue de la morale, mais cette envie de tout essayer. Et moi, l'envie de faire des choses dégoûtantes ou des choses pas bien ou des choses qui m'abîment. Dans la fiction, bien sûr, dans la fiction, bien sûr, qui ne sont pas bonnes pour moi, est aussi forte que le désir parfois de me dire ça y est, c'est terminé et maintenant je vais m'élever à quelque chose et ne me consacrer qu'à écrire et je ferai ci et je ferai ça, et puis on sait très bien qu'on Moi c'est ce retombera. matin ça. Voilà. Mais si je vous ai bien lu, avec une condition, c'est que la littérature soit la présomption d'innocence. Alors cette phrase, elle est évidemment liée à votre père, mais je l'ai volontairement sortie du contexte parce que je trouve qu'elle est extrêmement intéressante. La littérature, c'est la présomption d'innocence. Ah oui, pour moi, c'est la présomption d'innocence. C'est un monde où tout le monde est présumé innocent. D'abord, c'est la présomption tout court. Parce que quand vous écrivez, vous présumez que ce personnage que vous ne connaissez pas ressent un sentiment que vous n'avez peut-être jamais ressenti, qu'il le ressent de telle manière, et vous présumez que celui qui vous lira comprendra ce sentiment dont vous ne savez pas s'il l'a ressenti. Donc ça fait beaucoup de présomptions, mais en fait, vous écrivez dans ça. Et là, vous touchez à quelque chose qui est votre part d'humanité. Vous vous dites, je ne suis pas sûre que c'est ça, et en même temps, j'ai l'intuition que c'est comme ça, que peut-être on vit la mort ou la perte d'un enfant ou des choses que j'ai pu raconter dans des livres et que je n'ai jamais vécues. Certains y voient une forme d'indécence dans ce fait de présumer. Et moi, j'y vois la magie de la littérature. Et pourquoi la présomption d'innocence? Parce que tous mes personnages, je les présume innocents. Je ne pars pas avec l'idée de les juger, j'ai horreur de ça, dans la vie comme dans les livres. J'ai horreur de me placer au-dessus des gens et de décider qu'ils sont coupables et de faire la liste de leurs fautes. Moi, les fautes des gens me bouleversent, me donnent au contraire encore plus envie d'être indulgente. J'aime les gens qui se trompent, j'aime les gens qui tombent, ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire. Donc je présume toujours qu'ils sont innocents et j'écris
avec le désir que le lecteur, qui serait un membre du jury, voit même chez un monstre, même chez quelqu'un qu'à la fin il condamnera, mais voit quand même sa part de lumière et se dise, voilà, il a quand même, lui dire, voilà, il a vécu comme toi et tu peux peut-être te reconnaître aussi un peu en lui, même si tu pensais qu'il était un monstre et différent de nous, de la masse. Ce qui m'embête, c'est que je pense que vous attendiez un pugilat ou un débat un peu musclé et... Ils sont complètement d'accord. Je reste un instant sur cette présomption d'innocence parce que, comme je le disais, elle est intimement liée à l'histoire de votre père. Je trouve d'ailleurs que vous vous dévoilez énormément dans ce livre. Si on sait un tout petit peu lire, il y a beaucoup de choses. Vous vous écrivez, vous dites qu'écrire a été pour vous une entreprise de réparation intime, liée justement à cette absence de présomption d'innocence. On en a privé votre père, qui a été victime d'une injustice. C'est vraiment votre moteur ? Ça rejoint ce que disait Frédéric tout à l'heure. Hein. Un jour ou l'autre, il sera dans un roman, ce papa. Oui, un jour ou l'autre. Oui, réparer. On a le temps, hein, on a le temps. Oui, on a le temps. Bon. Et puis j'attendrai le bon moment. J'ai déjà plein de notes et tout, mais je sais que ça sera un livre très important pour moi. Et je vais vous dire une chose, autant ça ne me dérange pas du tout d'écrire dessus, mais ça me dérange d'en parler. Je n'aime pas en parler et il y a une grande différence entre écrire et parler. Les gens pensent souvent que parce que vous l'avez mis dans un livre, vous devez ensuite en parler facilement et vous dévoiler. Mais ça n'a rien à voir. Moi, j'ai l'impression que je l'ai écrit et que ça reste un secret, que personne ne le sait. Alors, vous l'avez lu, donc on est des complices, mais des complices silencieux. J'aime l'idée du tacite. Donc, le jour où je l'écrirai, il faudra surtout que je sois prête à assumer d'en parler. Mais ce qui m'intéressait particulièrement, c'est ce processus de réparation. Oui, réparer d'abord, réparer mon nom, réparer notre réputation, parce qu'on a été salis, mais pas seulement mon père, ma mère, mes sœurs. Moi, j'ai vécu à l'époque où mon père était assigné à résidence, puis en prison. Les gens changeaient de trottoir quand on était avec ma mère et qu'on marchait pour aller au supermarché. Les gens ne nous parlaient plus. À l'école, il fallait pas nous fréquenter. Donc, il y avait quelque chose. On était des gens infréquentables, des gens salis par tout ça. On était des voleurs. Enfin, vous entendiez tous ces mots. Et puis, cette expression merveilleuse où les gens vous disent tout le temps, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc il faut quand même dire qu'il y a des fumées sans feu, il y a des feux sans fumée. Et c'est voilà. Mais donc oui, réparer et puis me venger. J'ai nourri ce désir de vengeance pendant des années et des années. Et comme quelqu'un qui prépare son crime, moi j'ai vraiment écrit mon premier livre vraiment comme un crime. Je voulais leur en mettre plein les dents, plein la gueule. Je voulais leur dire, mon nom, il va être écrit sur la couverture d'un livre et je n'ai pas peur de vous. Et d'ailleurs, je n'ai peur de rien. Et mon père, il a une fille qui est aussi mauvaise que lui, qui est aussi criminelle que lui. Donc voilà, je voulais vraiment me venger, bien sûr. Mais il fallait que ce soit beau, une vengeance, il faut qu'elle ait du panache. Donc je me suis dit, bon, écrire, c'est pas mal. Ça fait déjà 50 minutes qu'on parle, donc on va donner la parole à la salle, mais on va essayer de boucler la boucle. Hein. J'ai commencé en disant qu'en cette 21e année du 21e siècle, la littérature n'avait pas tellement bougé. Frédéric Beigbeder, avec le sens de la formule qui est le vôtre, vous écrivez que la néolittérature est un sale boulot, mais quelqu'un doit bien s'en charger. C'est dans le texte consacré à Jonathan Little. Il faut que des gens s'y mettent là, que ça bouscule. Oui, j'aime bien ce que dit Leïla, parce que je pense que, alors même si je crois que la littérature n'a en fait pas de mission et ne sert à rien, mais quelquefois, si elle lance des alertes, si elle ouvre les yeux des gens, si elle les secoue, encore une fois, c'est mieux. Voilà, tout sauf l'ennui, l'indifférence. Et si on peut arriver à mélanger la beauté et la vérité, on a peut-être fait un pas en avant. Après, il y a une grande différence entre Leïla et moi, c'est qu'elle est à cheval entre deux pays, et donc c'est peut-être ça qui nous différencie. J'avoue que le Maroc et la France sont des pays où les libertés ne sont pas les mêmes. Donc c'est quelque chose dont j'aimerais qu'on parle un jour. On n'en pas ici, mais parce que moi je critique dans mon livre
je fais comme si on vivait dans un hygiénisme physique avec la crise sanitaire et un hygiénisme mental avec le politiquement correct, qui sont en fait la même trouille, la trouille de microbes, la trouille d'être offensé, d'être blessé. Mais ça n'est rien à côté de ce que ça peut être de grandir dans un pays sans liberté, un pays qui n'est pas une démocratie. Ouais. Alors, dans votre livre, Frédéric Beigbeder, vous nous présentez 50 livres dans cette bibliothèque de survie. Je vais en enlever un parce que c'est un ouvrage collectif, donc il en reste 49. Et j'ai fait quelques statistiques qui sont extrêmement intéressantes. 31 hommes pour 18 femmes sur la totalité. C'est pas si mal. Non, mais attendez, vous allez voir, ça c'est que le début. Ça aurait pu être 0. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'avant 1944, 19 hommes pour 3 femmes. Depuis 1984, 15 femmes pour 12 hommes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la littérature qui dérange, elle est majoritairement féminine? J'avoue que j'ai pas calculé, j'ai pas fait exprès, heureusement. Mais oui, peut-être. Oui, c'est possible. Il y a plus de... Parce qu'il y a voilà, ce mouvement de libération qui date quoi de... Quand on pense que le droit de vote des femmes en France, c'est 45, donc c'est assez récent qu'on leur... Ne nous rappelez pas que chez nous, c'est 71 71, ouais, c'est le oui. 50e anniversaire Voilà. cette année, on a honte. Donc, on a encore honte aujourd'hui. donc ça expliquerait pourquoi il y avait moins de femmes dans les bibliothèques Alors très clairement, autrefois. ça s'explique historiquement, tout à fait. Oui, déjà qu'on leur donnait même pas de voix, de bulletin de vote, pourquoi leur donner le droit d'écrire aussi? Et oui, il y a, c'est vrai, dans la littérature contemporaine, peut-être davantage de femmes qui explorent, qui dérangent, qui font bouger les lignes. Dans mon livre, bon, Leïla sera dans le prochain, mais il y a Emma Becker, il y a Virginie Despentes. Il y a beaucoup d'écrivains que j'aime et qui sont très provocatrices. Oui. Leïla Slimani, vous partagez cette idée que peut-être ce sont les femmes qui font bouger davantage la littérature aujourd'hui? Je vais vous dire un truc qui ne va pas vous plaire, mais en fait, ce genre de questions, je ne sais pas comment vous dire, je m'en fiche un peu. Complètement. Ouais. Moi, j'ai envie de lire des beaux livres, que ce soit des femmes, des hommes, des dinosaures, des dragons, ce que vous voulez. Je m'en fous. Moi, d'ailleurs, je pense qu'il faudrait même plus mettre les noms des gens qui écrivent sur les livres. On mettrait des livres et les gens, ils achèteraient des livres. Et puis, à la fin du truc, on ouvrirait la pochette surprise. On dirait « Ah, surprise !» Ce serait compliqué pour la réparation, du coup. Hein. Non, mais putain, voilà. Ce livre que j'ai adoré, il est de Guillaume Musso. Mais voilà. Merde. Oh, merde. On aurait des surprises comme ça. Donc, non, c'est pas des questions qui m'intéressent énormément. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que n'importe qui peut se donner le droit d'écrire. C'est pas seulement que on vous le donne ou pas, c'est qu'on doit se le donner aussi, se l'accorder à soi-même, s'accorder le droit d'écrire, le droit de lire aussi. Vous savez, ce livre de Laura Adler, là, les femmes qui lisent sont dangereuses. On voit le rapport des femmes à la lecture, même notamment dans la peinture. Vous voyez les femmes lire. Il y avait quelque chose qui était très sexualisé. On imaginait qu'une femme qui lisait, c'était une femme qui était dans une forme d'acte un peu masturbatoire, parce que elle se mettait d'un coup à penser toute seule, en silence, et à prendre du plaisir seule et en silence. Vous voyez à quoi ça amène. Donc c'était quelque chose de détestable. Et moi, je me souviens très bien, quand j'étais petite, les gens... Bon, d'abord, moi, j'ai grandi dans un pays, dans les années 80 au Maroc, il y avait 85% de femmes qui étaient analphabètes. Donc moi, mes tantes étaient analphabètes, ma grand-mère était analphabète, mon grand-père aussi. Le fait d'écrire, déjà, de savoir écrire son nom, c'était quelque chose, vous aviez un pouvoir absolument immense. Et moi, je me souviens que mes tantes, elles disaient à ma mère, faut pas la laisser lire comme ça va la rendre malade, c'est pas bien pour elle, ça va la dévoyer. La preuve. Ouais. On a vu le résultat. Bah non, mais en même temps, je suis contente parce qu'elles peuvent pas lire mes livres, donc du coup, je leur raconte n'importe quoi. Bon, bah, finalement, avec ma question, je suis tombé dans le politiquement correct, quoi. Hein, c'est ça. Très bien, la parole est à vous. On a quelques minutes pour vos questions, donc n'hésitez pas. Quel enthousiasme! Ok, voilà, on en a une là. La première sera pour madame. Il m'a semblé apercevoir une main de ce côté-là. Il y en a une là-bas chez monsieur. Parfait. On y va. On commence avec vous, madame, et on vous écoute. Parlez bien près du micro. Bonjour, une question pour Leïla Slimani. Je viens de lire le livre où vous expliquez comment vous écrivez et vous parlez du rapport à la langue, sur le fait que vous écrivez en français. Moi, j'avais une question. Pourquoi vous écrivez en français?
Ou est-ce que ça vous arrive d'écrire en arabe? Alors, ça ne m'arrive pas d'écrire en arabe parce que, alors, au Maroc, vous savez, la question de la langue est une question extrêmement complexe et extrêmement politique. Donc, la langue que nous parlons, nous les Marocains, c'est la Darija, qui est l'arabe dialectal, qui est un arabe qui ne s'écrit pas. Donc, un arabe mêlé de français, d'espagnol, influencé par le berbère, par des langues africaines. Donc, c'est un arabe qui n'a aucune reconnaissance sociale, politique, et qui est considéré, et qui a longtemps été considéré par le pouvoir, comme la langue du peuple, la langue idiote. Le roi du Maroc, quand j'étais enfant, donnait des discours à la télévision en français ou en arabe classique. Ce qui voulait dire que 80% de la population ne comprenait pas ce qu'il disait. Donc, il y avait une violence symbolique très grande. Moi, mes parents, et c'est ce que je vais raconter dans le deuxième tome de mon livre, mes parents sont tous les deux allés à l'école coloniale. Mes parents ne savaient pas écrire leur propre langue. Mes parents ne savaient pas écrire l'arabe, ne savaient pas lire l'arabe. Quand mon père a été nommé ministre des Finances, il avait 31 ans, il a dû faire un discours devant le Parlement et il a écrit le discours en phonétique pour pouvoir le lire comme ça par cœur, mais il était incapable de l'écrire en arabe alors qu'il était ministre d'un pays dont la langue officielle était l'arabe. Donc c'est une question très complexe, très douloureuse, qui moi honnêtement en plus me complexe parce tout a été fait pour qu'on soit complexé par rapport à ça, de ne pas pouvoir lire un journal. Donc je peux bien sûr parler dans la rue avec les gens, mais je pourrais pas écrire en arabe parce que cette langue, je la maîtrise pas. Alors voilà, moi je suis une sale traître qui parle la langue du colon, je suis une bounty, une native informant, enfin vous connaissez tous ces trucs dont on m'a affublé. C'est une langue que j'aime, qui est la mienne, et j'en ai rien à faire que ça plaise pas aux gens. Et voilà, je pense que cette langue, elle appartient à n'importe qui veut la parler et qui veut écrire avec. Et j'ai pas du tout l'impression d'être ni dominée par cette langue. Si, j'ai l'impression quand j'écris, parce qu'elle est très rétive et qu'elle me résiste, mais en tout cas pas du tout politiquement ou idéologiquement. Merci beaucoup, monsieur, à demander la parole. J'ai une question pour monsieur Becbé, plutôt une remarque. Vous avez dit que les théories racialistes en France sont marginales, contrairement aux États-Unis où elles sont très répandues. Et moi, je regarde souvent la télévision française. Moi, je ne le pense pas. Je pense que les théories racialistes politiquement correctes en France se répandent de plus en plus. Et ce qui est très grave, c'est que les mouvements écologiques qui luttent pour la sauvegarde du climat et tout, ils sont embarqués là-dedans. Les écologistes sont embarqués dans ce mouvement-là. Et ça, je trouve que c'est grave pour la France. En Suisse, c'est moins le cas. Donc en fait, vous regardez BFM TV et C8, c'est ça? Oui, et puis CNews aussi. CNews, oui. Voilà. Ben, ce n'était pas une question, donc... Voilà. Bien joué. Non, un autre témoignage peut-être? Tout ça ne m'inquiète que dans la mesure où ça pourrait limiter ma liberté en tant qu'écrivain. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Voilà. Mais si un jour je sens que je ne peux plus écrire librement à cause de cette intolérance ou cette paranoïa ou cette susceptibilité maladive et excessive, mais le risque n'est pas inexistant. Hein. Oui, le risque existe, existe. Mais pour le moment, ça n'a pas impacté mon travail. Moi, j'ai quand même eu, là, je viens de sortir mon livre aux États-Unis, plusieurs questions de journalistes qui m'ont demandé si ça me dérangeait d'avoir été traduite par un homme blanc. Et j'ai trouvé ça quand même extrêmement bizarre. J'ai dit, et j'arrêtais pas de dire que je comprenais pas la question, parce que je ne comprends pas la question. Ouais, c'est ça. Mais on en est là. Une petite dernière, elle sera pour vous. On vous apporte un micro, parce que sinon on n'entend rien. Surtout moi. Alors ma question sera pour les deux auteurs, que j'apprécie énormément. Et je me posais la question de savoir, est-ce que je vous apprécie parce que vous avez tous les deux un parcours qui vous a fait commencer à d'abord apprécier des grands auteurs qui vous ont porté, que ce soit Dostoïevski pour vous ou Colette pour vous, je ne sais pas si c'est elle. Et ma question était au niveau de l'écriture. Quand on est un jeune homme ou une jeune femme, est-ce que le fait d'avoir lu des auteurs aussi extraordinaires constitue une réticence en se disant « Oh, il ne faut pas que je touche à ça parce que je n'ai pas ce talent » ou constitue au contraire une motivation en se disant bah, je vais y aller parce que c'est ce que j'aime et peut-être je vais y arriver. Je voulais savoir si ça vous a plutôt porté ou rendu prudent. Ah non, ça m'a porté. Moi, quand j'ai commencé à lire des livres qui m'ont
bouleversée. Je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas seule. Il y a des gens qui... C'est pas tellement que je pensais que je pouvais écrire comme eux, c'est que j'avais l'impression qu'ils écrivaient sur moi. J'avais l'impression que les personnages qu'ils décrivaient... Moi, j'étais à Rabat dans les années 80 et je lisais, je ne sais pas, Anna Karénine, mais Anna Karénine, c'était moi. Et c'est les sentiments qu'ils décrivaient d'elle et qui étaient pourtant secrets, donc j'avais l'impression que j'étais la seule personne au monde à les ressentir, d'un coup exister à l'intérieur de ce livre. Et puis moi, de manière générale, dans la vie comme en littérature, l'admiration est quelque chose qui me porte. C'est un moteur pour moi. Je suis jamais... j'aime admirer les gens, j'aime rencontrer des gens admirables. Alors pas sur le plan moral, mais des gens dont je me dis, il est extraordinaire, il est génial, elle est drôle, moi c'est quelque chose qui me porte. Alors moi je suis un peu comme Frédéric. Moi j'ai pas forcément... Je sais très bien que je vais pas entrer dans le cercle VIP de la boîte, mais si je peux être à côté des toilettes, à boire une bière tranquille, moi je suis contente. Frédéric. Je suis beaucoup plus aigri que toi par le talent. C'est sûr, quand je lis Marcel Proust, j'ai envie de mettre la clé sous la porte et de laisser tomber. Je crois que les immenses génies qui nous ont précédés m'écrasent et m'écrabouillent et me paralysent. Mais j'ai une méthode, c'est de lire les mauvais. Et quand... Je ne sais plus qui dit que quand je me compare, je me console, quoi. Donc ça fait beaucoup de bien de lire des livres médiocres, parce qu'à ce moment-là, on se dit, ah tiens, là, pour le coup, là, je peux peut-être faire mieux que celui-là. Vous voyez ? Mais sinon, évidemment, je partage tout à fait ce que tu dis. Quand j'ai découvert Salinger ou Fitzgerald, je me suis dit, ou Antoine Blondin, je me suis dit, tiens, des histoires de jolies femmes en robe du soir, complètement dépressives, de mecs alcooliques, fous amoureux et seuls. Je me suis dit, tiens, mais c'est ma vie! Merci. Avant de remercier les auteurs, quelques informations qui sont importantes. Ils vont aller dédicacer sous l'attente des dédicaces. Sous l'attente des dédicaces, ils n'auront devant eux que leur nouveauté. Pour entrer dans l'attente des dédicaces, vous devez avoir le bracelet de la couleur du jour qui est bleu aujourd'hui, c'est ça? Voilà. Les autres ouvrages des auteurs sont dans l'attente librairie, qui est juste derrière, c'est vraiment à 3 mètres. C'est trop compliqué. On dirait Jean Castex. Ouais. Non, mais je te dis pas le cadeau que c'est d'expliquer ça à chaque fois, quoi. Et donc, dans l'attente librairie qui est en libre accès, même si vous n'avez pas de bracelet, vous trouvez tous les autres livres. Alors, j'imagine le casse-tête, vous n'avez pas de bracelet, vous allez à la librairie, vous voulez faire signer. Si vraiment vous voulez faire ça, vous demandez à un bénévole qui vous amène les livres aux auteurs. Enfin, on va se débrouiller, quoi. Voilà. À la cool, on va y aller. Ouais, à la cool. J'aimerais régler un petit compte avec Frédéric Becbédé parce que... Oui. Parce qu'après avoir lu Bibliothèque de survie, j'ai passé une commande chez mon libraire de tous ceux qui me manquaient, ça fait plus de la moitié, donc c'est assez cher quand même. Ouais. Mais voilà, merci parce que franchement c'est formidable. Frédéric Becbédé, Bibliothèque de survie aux éditions de l'Observatoire, Leila Slimani, Le parfum des fleurs la nuit chez Stock dans la collection Ma nuit au musée. Merci pour les livres et merci surtout pour la générosité avec laquelle ils se sont adressés à vous. Et merci, ça se fait avec les mains. Voilà, alors juste un petit mot. Allez tranquillement, pas trop vite, jusqu'à l'attente des dédicaces, parce que je crois qu'ils ont un peu soif et envie de fumer une cigarette. À tout de suite.